Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire du mois de juillet du Centre d'innovation et de développement organisationnel SIDO Consulting. Et comme vous le savez, chaque mois, nous tenons des webinaires à thème avec des spécialistes de chaque thème qui viendront discuter avec nous et partager des connaissances et également vous aussi pour partager vos expériences afin que chacun de nous puisse en ressortir plus grand et plus aguerri dans le milieu professionnel. Donc aujourd'hui, nous serons avec Monsieur Konaté Abdoulaye. Il va se présenter en détail, donner plus de détails, on va dire, de son parcours, de tout ce qu'il fait. En tout cas, il devait être commissaire aux comptes, expert comptable, mais aujourd'hui, il est dans le digital. Il est promoteur de Conatec. Il va nous parler de Conatec. Il est également dans plusieurs activités, dans plusieurs organisations. Donc, Monsieur Konaté, Oui, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre appel. bonsoir Dico. Merci pour l'invitation. Alors, comme on n'a pas trop de temps, je vais rapidement me présenter. Je suis Konaté Abdoulaye, comme il l'a dit. Je suis promoteur de l'agence de marketing digital Konatec. Alors, c'est vrai quand même que j'ai un master en audit contrôle de gestion, mais j'ai fini par être un marketeur finalement. Et du coup, depuis la licence, je pense que j'étais passionné par tout ce qui était digital, pour tout ce qui était business en ligne d'abord, avant même de venir sur le terrain du marketing. Et donc, je faisais des business en ligne, mais après, je me suis rendu compte que, pour que ça soit court, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, on ne peut absolument rien faire aujourd'hui dans le milieu professionnel sans le marketing. Donc, aucune entreprise, en tout cas, ne peut perdurer aujourd'hui sans le marketing et la communication. Et c'est à partir de là que je me suis attaché, en fait, au marketing et à la communication digitale. Et ce qui a donné justement l'agence de marketing digital Konatec. Et Konatec, aujourd'hui, qui emploie euh, une quinzaine de personnes, de jeunes. Voilà, jusque-là, ça va. Donc, en bref, ça, c'est un peu la présentation. Et aujourd'hui, je pense que nous allons parler un peu du marketing digital. Donc, je pense que même avec 30 heures ou 40 heures, ce sera difficile justement de parcourir tout ce qui est marketing digital et communication. Ce serait impossible. Mais on va essayer justement de prendre certains points qui me semblent assez importants pour avoir une bonne base de communication en ligne. Voilà, donc en grosso modo, ça c'était un peu l'introduction. Je pense que je vais vous partager justement la présentation, le slide, et donc vous allez suivre avec moi. Mais avant de démarrer, j'aimerais savoir le profil de tout un chacun ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager justement en chat vos différents profils. J'aimerais savoir si je suis en face des étudiants, des professionnels. Cela aussi va me permettre justement de personnaliser ma communication. Donc, c'est une notion également du marketing et de la communication digitale. Parce qu'il faudra savoir à qui tu t'adresses et à ce moment, le message sera beaucoup plus impactant. Donc, s'il vous plaît, essayez de me partager en chat vos différents profils afin que je puisse avoir une idée. Accepter, dit que je pense que je vais accepter en même temps les invitations. Alors, parfait. Parfait. Étudiant IT. Alors, les amis, partagez rapidement pour qu'on puisse démarrer. Je vais en fait une séance assez interactive, donc essayez de partager. Je vais vous poser aussi des questions et interagissez rapidement. Parfait. Ok, merci. Ok. Parfait. Communicant. Super. Alors, parfait. Communicant, formateur, étudiant. Ok. D'accord. Étudiant en même temps formateur. D'accord, parfait. Ok, gestion des ressources humaines. Parfait. IT.
D'accord, super, 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 parfait. Alors, je vais vous partager justement mon écran. Nous allons voir justement certains éléments importants du marketing et de la communication digitale. Donc, je pense que à la fin, chacun de vous aura justement des informations assez importantes pour mieux communiquer sur l'Internet, notamment sur les réseaux sociaux. D'accord, je viens de vous partager justement mon écran. Vous me dites si vous voyez l'écran. Oui, on voit Est-ce que l'écran. vous voyez? Parfait. Parfait. Alors, en fait, cette séance va tourner autour de quatre éléments. Donc, nous allons voir un peu tout ce qui est marketing digital. Après, nous allons voir ce qui est la cible. Après, nous allons voir également les types de contenus que vous pouvez publier. Et aussi, après, nous allons voir justement comment fonctionnent les réseaux sociaux, parce que c'est super important. Alors, je pense que l'objectif, c'est de vous permettre justement de multiplier vos ventes sur les réseaux sociaux. Et donc, que ce soit les ventes, que ce soit la communication, l'objectif au final, c'est d'avoir un bon positionnement sur les réseaux sociaux et de maîtriser justement les fonctionnements, les algorithmes qui sont justement derrière ces réseaux sociaux. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais justement vous partager quelques statistiques qui sont assez importantes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié qui est connectée sur Internet. Donc, plus de 5,35 milliards de personnes. Et en moyenne, aujourd'hui, on passe 6 heures de temps sur Internet, dont 2 heures de temps sur les réseaux sociaux. Et aussi, il faut savoir que 75% du parcours d'achat commence sur Google. Le parcours d'achat, est-ce que vous avez une idée sur le parcours d'achat? Quelqu'un a déjà entendu parler du parcours d'achat? Est-ce que vous avez une fois déjà entendu parler du parcours d'achat? Quelqu'un a une fois entendu parler du parcours d'achat? Personne n'a entendu parler du parcours d'achat? Mettez dans le chat ou sinon demandez juste la parole, on vous passe la main. Ok, non, non, parfait. Non, 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 non. Ok, parfait, parfait. Alors, le parcours d'achat, c'est le moment où le prospect identifie un besoin jusqu'au moment où il décide d'acheter le produit ou le service. Donc, on dit que 75% du parcours d'achat commence par Google. Google, c'est devenu un réflexe. Tout le monde va sur Google, tout le monde recherche sur Google et on croit que c'est Google qui a raison. Alors que Google n'a jamais rédigé un contenu. En réalité, Google est juste l'intermédiaire entre celui qui rédige et celui qui consomme, c'est-à-dire l'utilisateur qui vient chercher et l'autre créateur de contenu ou rédacteur de contenu qui met des contenus sur Google. Donc, Google essaie juste de faire le matching, de voir un peu qui propose quoi, qui peut répondre à quelle question. Donc, à travers la requête posée justement sur Google, sur le moteur de recherche, il essaie de trouver des contenus qui sont publiés sur les sites internet, sur les articles de blog pour que ça puisse répondre justement à la requête posée. Parce que quand tu viens et que tu tapes une première requête sur Google, il n'y a pas de bonne information. Une deuxième requête, il n'y a pas de bonne information. Une troisième requête, il n'y a pas de bonne information. Après, tu vas chercher ailleurs. Donc, raison pour laquelle Google a mis un système sur place avec des algorithmes qui permet justement de comprendre l'intention de recherche pour comprendre à travers les mots que tu vas mettre sur le moteur de recherche, qu'est-ce que tu es venu chercher. Est-ce que c'est pour acheter quelque chose? Est-ce que c'est pour trouver la définition de quelque chose? Est-ce que c'est pour faire la comparaison? Donc, ces algorithmes justement permettront de chercher des contenus qui correspondent parfaitement à ce que l'utilisateur a recherché. Donc, on dit aujourd'hui que 75% du parcours d'achat commence sur Google. Donc, cela veut dire que tout le monde va sur Google. On se connecte toujours, tout le monde, chaque jour sur Google, que ce soit pour rechercher des informations ou pour acheter des produits ou des services. Aujourd'hui également, il faut savoir qu'il y a plus de 65 000 requêtes qui sont effectuées par seconde sur Google. C'est assez énorme. Il s'agit de secondes, 65 000 requêtes. Et une requête, c'est quoi? C'est une recherche qui est effectuée dans la barre de recherche. Quand je viens sur Google et que je tape qu'est-ce que le marketing digital, je viens d'effectuer une requête. Donc, il y a plus de 65 000 qui est effectué chaque seconde. Donc, imaginez le nombre de requêtes qui est effectué par jour. C'est plus de 5 milliards de requêtes qui est effectué par jour. Donc, tout ça pour vous dire que le digital aujourd'hui est indispensable. Et aujourd'hui, quand tu parles de marketing, forcément, tu vas toucher au digital, le marketing digital.
Parce que l'objectif des entreprises, c'est de toucher les prospects qualifiés. Et où se trouvent ces prospects? C'est en ligne, c'est sur l'Internet. Parce que vous êtes tous connectés. Même à travers justement ce webinaire, on est tous sur Internet. On a cherché peut-être sur Google, ou bien à travers le lien, ou à travers l'application. Donc, tout le monde est connecté et les entreprises aujourd'hui se doivent être connectées également pour toucher les potentiels clients qui êtes vous. Alors, après, nous allons voir un peu tout ce qui est marketing avant d'arriver au digital. Parce que quand tu attends marketing digital, il s'agit de marketing appliqué sur le digital. Donc, au lieu de sauter justement l'étape du marketing, il faudra comprendre justement c'est quoi même le marketing. Et le digital aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est la norme, comme je l'ai écrit. Alors, c'est quoi le marketing selon vous? Quand on vous pose la question, c'est quoi le marketing? Qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête? Qui peut me donner peut-être une définition tout de suite de qu'est-ce qui est le marketing? Parce qu'aujourd'hui, quand vous tapez sur Internet, vous allez voir beaucoup d'informations, beaucoup de définitions sur le marketing et la communication. Quand on se penche sur du côté de vente, vous allez voir une définition différente de celui qui est appliqué justement du côté des services ou du côté des marketeurs, qui essaient justement de convertir de récupérer des prospects qualifiés. Donc, qui peut me donner juste une information ou une définition du marketing? Parce que je vois qu'il y en a qui sont dans le domaine, qui sont déjà communicants. Donc, je pense que vous devez avoir justement une idée de quoi il s'agit. Quelqu'un pour me donner une définition? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Sanwake Balara. C'est pour donner une définition, selon moi, c'est quoi le marketing? Oui. Selon moi, le marketing, c'est l'ensemble des stratégies qu'une structure met en place afin d'attirer la clientèle. Je suis d'accord. C'est l'ensemble des actions qu'une structure Des met en stratégies. place. Des stratégies. Oui. Okay. Oui. Attirer des clientèles. Oui, ça peut être une définition également. Et ici Bonsoir. également, il y en a qui disent que c'est une technique pour mieux vendre. OK. Si on veut vendre. Mais par contre, si on ne veut pas vendre, parce qu'on peut marketer sans pour autant avoir comme action finale la vente. Cela veut dire qu'on peut communiquer sans pour autant vendre quelque chose. On peut communiquer pour avoir la notoriété. On peut communiquer pour avoir des prospects qualifiés, mais pas toujours la vente. Donc, du coup, si vous donnez une définition autour de la vente, je suis d'accord, c'est acceptable. Aussi, il y a d'autres définitions qui ne touchent pas à la vente. Mais en réalité, quand vous parlez de marketing, le premier élément qui me vient en tête, ça, c'est le besoin des consommateurs. Et le marketing, tout tourne autour du besoin des consommateurs, ce que le prospect veut, ce que le consommateur veut. Donc, le marketing, moi, je dirais plutôt que c'est l'ensemble des moyens et techniques mis en place par une entreprise pour influencer le comportement d'achat du consommateur. Donc, pour pouvoir influencer le comportement d'achat du consommateur, il faudra comprendre justement les besoins du consommateur. Il faudra comprendre le profil du consommateur, celui qui est réellement intéressé par toi, ton produit ou ton service. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par ton produit et ton service. Tout le monde ne peut pas devenir ton client. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est de toucher à tout le monde, c'est d'essayer de chercher tous les clients. Tout le monde ne va pas acheter. Peu importe le type de produit, peu importe la qualité de votre produit, tout le monde ne va pas acheter votre produit. Donc, moi, je pense que le vrai marketing, c'est vraiment l'ensemble des moyens et techniques mis en place pour influencer le comportement d'achat du client. Mais vous allez voir, je vous ai cherché une autre définition qui rassemble tout cela. Tous les éléments, que ce soit la vente, que ce soit besoin, que ce soit marché, que ce soit prix, que ce soit produit, vous allez voir ça. Le marketing, en gros, ça tourne autour des 4 P. Le P pour comme produit, le P comme prix, le P comme placement et le P comme promotion. Ça veut dire quoi? Pour faire un bon marketing, justement, il faut avoir un bon produit qui répond aux besoins des personnes ciblées. Et il faut également avoir un bon prix. Un bon prix, c'est quoi? Ce n'est pas le prix le plus cher, ce n'est pas le prix le moins cher non plus. C'est un prix qui est adapté au pouvoir d'achat du consommateur. Et également, il faut un bon emplacement. Un bon emplacement, c'est de chercher les canaux qui sont adaptés justement à la cible que vous visez. Donc, si c'est sur Internet, mettez-vous sur l'Internet parce que la cible est là-bas. Mais par contre, si la cible n'est pas connectée et que vous dites que oui, c'est la tendance, le digital, mais alors que votre cible n'est pas parmi ces personnes-là qui sont connectées, vous allez parler, mais ça ne va pas impacter parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va réagir parce qu'ils ne sont pas intéressés. Donc, si la cible n'est pas sur Internet, ne vous mettez pas sur Internet.
Donc, cherchez le bon emplacement, cherchez le bon canal de communication. Et après, la communication également. Adaptez votre communication à la cible visée. Si c'est les jeunes, cherchez un moyen d'utiliser leur jargon, d'utiliser leur langage. Mais si c'est les professionnels, adaptez également le ton aux professionnels. Par exemple, pour les étudiants, tu peux les tutoyer, ce n'est pas un problème, ils vont se reconnaître là-dedans. Mais si tu tutoies justement les professionnels, ça peut être un manque de respect. Donc, essayez justement de voir comment est-ce que je peux communiquer pour impacter, pour faire passer le message et que ça puisse adapter également à cette cible que je vise. Donc, le marketing tourne autour de ces 4 P. Et ici, vous allez voir la définition que j'ai retrouvée sur l'Internet qui me semble vraiment complète. Ici, on te dit que c'est l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître d'abord, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. Ça veut dire quoi? Le marketing, d'abord, ça commence par l'étude de marché. Et qui dit l'étude de marché parle des acteurs du marché. Et qui sont les acteurs du marché? C'est les concurrents et également c'est les consommateurs potentiels. Donc, c'est tes clients et c'est également les concurrents. Donc, tu dois étudier le marché d'abord pour identifier ces consommateurs, pour identifier les besoins auxquels ces consommateurs sont confrontés ou les difficultés ou les problèmes auxquels ces consommateurs sont confrontés. Et également de chercher justement à produire un produit ou un service pour résoudre à ces différents besoins identifiés sur le marché. Donc, c'est en gros ça. Le marketing implique de connaître le marché. Vous pouvez voir ici, connaître le marché, c'est de connaître la clientèle et ses attentes, son entreprise et la concurrence, donc de connaître ses forces et ses faiblesses, les opportunités et les menaces sur le marché, et de connaître également la concurrence. C'est qui le concurrent? C'est qui est sur le marché? C'est qui prend la part du marché? Il faudra connaître ces personnes, c'est super important. Et de mettre au point une stratégie pour commercialiser ces produits ou services. Donc, définir le produit qui répond aux besoins identifiés, définir le prix qui est adapté justement au pouvoir d'achat du consommateur, définir le canal de distribution, le canal utilisé par le consommateur pour s'informer, pour se former ou pour s'éduquer en quelque sorte. Donc, aussi, et ces moyens de promotion, utiliser la communication adaptée, le jargon adapté justement à la cible visée. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça le marketing. Même si vous regardez le marketing, littéralement, le mot marketing, nous allons le diviser en 2 parties. Donc, en anglais, même si vous voyez chaque mot accompagné de ING, ça montre une action. Ça montre une action, peu importe le mot que vous allez prendre. Work, et vous ajoutez ING, ça vous dit working. Donc, pratiquement, c'est une action. Et write ou writing, et tout ce que vous voulez en anglais, prenez et puis vous ajoutez les ING, ça vous décrit une action. Et le marketing, c'est la même chose. Vous divisez en 2 parties, le market et les ING. Le market qui vous montre le marché et les ING qui vous montrent justement l'art de faire du marché en quelque sorte. C'est de faire du marché. Et pas le marché au sens où on vend en fait les tomates et consorts, non, mais du point de vue économique. Donc, c'est l'art de faire du marché. Et pour faire du marché, il s'agit d'étudier le marché. D'étudier le marché, de trouver les problèmes du marché et de proposer une solution qui peut justement répondre ou résoudre ces problèmes identifiés sur le marché. Alors, nous allons essayer de faire une petite comparaison entre le marketing digital et le marketing traditionnel parce que c'est super important. Chacun joue un rôle important. Avant, il n'y avait pas le digital. Ça marchait très bien avec le traditionnel, mais il y avait ses inconvénients. Parce qu'avec le traditionnel, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre. Donc, ça demande un budget conséquent. Pour faire un panneau publicitaire aujourd'hui, ça te coûte extrêmement cher. L'impression, la location du panneau. Pour faire un spot à la télévision, ça te coûte énormément cher aujourd'hui. Et au-delà de ça également, tu fais passer ton spot à la télévision, tu n'as aucune idée de la pertinence de la publicité parce qu'en aucun moment, tu ne peux dire à quelqu'un que ces personnes-là sont venues à travers la publicité à la télé parce que tu ne peux pas mesurer en quelque sorte. Il n'y a pas des indicateurs pour te dire combien tu as atteint avec le budget que tu as investi. Alors, si on essaie de voir le marketing digital, c'est totalement le contraire. On a les indicateurs, on a les KPI, les Key Performance Indicators qui nous permettent justement de comprendre tout ce qui s'est passé dans notre campagne, toutes les actions que nous avons mises en place. On peut lancer une vidéo tout de suite et on a tout de suite les informations sur le nombre de personnes qui ont vu la vidéo. On a les informations sur le nombre de personnes qui ont partagé, qui ont commenté. Et à travers ces interactions, on peut aussi vendre tout de suite. Et ça casse également les barrières géographiques. Avec le marketing traditionnel, tu te limites juste à une zone.
Tu lances un panneau publicitaire là tout de suite, mais tant qu'on ne passe pas à côté du panneau publicitaire, on n'a aucune idée, on ne sait même pas que je vais lancer une publicité. Et on peut passer plusieurs fois à côté d'un panneau publicitaire et on ne se rend même pas compte de ce qui est écrit dessus. Alors, contrairement au marketing, on peut cibler efficacement le type de personne qu'on veut, la tranche d'âge, la localisation, le sexe si on veut, même si on veut le type d'appareil utilisé par cette personne, tout est possible avec les campagnes digitales aujourd'hui qu'on peut lancer avec les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. On peut également suivre les interactions des gens pour voir un peu qu'est-ce que tu as fait. Tu es venu sur le site, où est-ce que tu as cliqué, pourquoi tu n'as pas acheté. On peut comprendre tout ceci. Mais une vidéo est passée à la télévision, on ne sait pas si la personne même qu'on cible était à côté de la télévision à l'instant pour regarder. Donc, ce n'est pas pour dire que le marketing traditionnel ou le marketing classique n'est pas important, c'est aussi important que le marketing digital. Mais aujourd'hui, le marketing digital est beaucoup plus adapté aux entreprises modernes. C'est beaucoup plus accessible parce que tous les jeunes, que ce soit entrepreneurs au démarrage, que ce soit une entreprise constituée avec une grande notoriété, tout le monde utilise le digital parce que tout le monde est obligé, parce que tout le monde est connecté en ligne. Les consommateurs sont là. Alors, aussi, le marketing classique est aussi important parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes affiché au panneau publicitaire ou à la télévision, ça vous donne une crédibilité. Ça donne de la crédibilité. Ça renforce votre image de marque. Et ça, c'est important. Mais ça, c'est une chose que tout le monde ne peut pas se permettre. Raison pour laquelle nous allons nous focaliser sur le digital qui est accessible et qui est aussi pertinent aujourd'hui. Alors, parfait. Konaté, je profite de cet instant. Il y a des personnes qui sont en attente. OK, Ouais. d'accord. Donc, c'est moi qui dois quand même les accepter, c'est ça? Je ne vois pas en fait ces messages-là. Ah, Oui, c'est ici. Ok, parfait. Ah, désolé. C'est OK. C'est OK, parfait. Accepter tout. Je pense que c'est bon. OK, parfait. C'est accepté. Je pense que c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Mettez-moi, s'il vous plaît, mettez des messages dans le chat si c'est bon jusqu'à là. Si vous me suivez, si le rythme est bon. Faites-moi savoir si c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Super. Super, parfait, parfait. Là, nous allons parler de la cible. La cible, moi, je pense que c'est vraiment le cœur de la stratégie de marketing et de communication, surtout digital. Tout tourne autour de la cible. Qui a besoin de votre produit? C'est qui? Qui est cette personne? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on n'a pas besoin de cibler tout le monde. C'est juste, ça nous fait perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Parce que tout le monde n'a réellement pas besoin de notre produit. Aujourd'hui, même si tu as le meilleur médicament de paludisme et quand tu t'adresses à des gens qui n'ont pas le palud, ils ne vont pas l'acheter. Ils vont quand même t'encourager. Voilà, pour l'effort que tu fournis, pour la qualité justement du travail. Mais en réalité, ils ne vont pas te donner l'argent. Et cet encouragement ne te sert absolument à rien du tout. Et toi, tu as besoin des personnes qui sont dans le besoin, qui vont te donner l'argent pour acheter ton produit. Et l'erreur majeure que beaucoup d'entrepreneurs commettent au début, c'est justement de se reposer sur, de compter sur l'environnement, sur leur entourage, de compter sur la famille, de compter sur les amis pour acheter leurs produits ou leurs services. Après, on va dire qu'on ne nous soutient pas. En réalité, c'est bien. Au tout début, ils peuvent vous soutenir, ils peuvent acheter vos produits pour vous encourager. Mais si ça s'arrête là, votre business ne va pas perdurer. Ça ne va pas aller loin. Parce que les clients idéaux, ce ne sont pas eux. Ce n'est pas eux qui sont réellement dans le besoin. Ils peuvent justement vous donner un coup de pouce pour vous encourager dans votre business. Mais vous devez chercher des personnes qui sont réellement intéressées. Et ces personnes-là n'hésiteront pas vraiment à vous donner l'argent qu'il faut pour avoir le produit. Parce que ça va résoudre leurs problèmes. En tout cas, si c'est qualitatif. Et donc, vous, votre travail, avant même de commencer à communiquer, vous devez savoir à qui je m'adresse, qui a réellement besoin de mon produit. Et chercher à connaître cette personne. C'est qui? C'est une femme, c'est un homme, c'est les deux. Est-ce que c'est des jeunes de moins de 18 ans? Est-ce que c'est des jeunes de moins de 30 ans? Est-ce que c'est des vieux? Finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui a été à l'école? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les consoles? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Voilà.
C'est des questions à se poser. On fait des hypothèses. Après, on va sur le terrain, on analyse, on audite justement et puis on pose des questions. On essaie de rechercher, d'accumuler des informations et en fonction de cela, nous pouvons justement identifier concrètement qui a réellement besoin de notre service ou notre produit. Et en fonction de ça, si on a déjà le service en question, bien, si on a un produit en conception, donc nous pouvons justement personnaliser pour que ça puisse répondre aux besoins de cette personne. Et pour élaborer justement un buyer persona, la partie la plus importante, c'est la partie où tu dois bien évidemment identifier les frustrations, les besoins et aussi les motivations de la personne. C'est eux qui vont pousser cette personne à acheter chez toi. Les besoins actuels de cette personne, les frustrations. Si le problème n'est pas résolu, les conséquences de ce problème-là, les conséquences que ce problème va engendrer. Et après également, qu'est-ce qui peut motiver cette personne à acheter? L'avantage derrière le produit ou le service. Donc, c'est ce que vous devez chercher à connaître. Et aujourd'hui, avec le digital, c'est assez facile. Parce qu'avant, il faudra faire du porte-à-porte pour faire des études comme ça. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Il suffit juste de se connecter et de connaître les bons outils. Et avec ça, automatiquement, on peut lancer des enquêtes et on a toutes les informations. Alors, il y a 3 manières justement d'élaborer son buyer persona que nous allons voir. Alors, le buyer persona, c'est ça. Pour donner une définition, c'est une représentation fictive ou semi-fictive de votre clientèle idéale. Donc, la personne qui est prête à vous donner de l'argent en contrepartie de votre produit ou de votre service. C'est la personne qui est dans le besoin tout de suite et que votre produit peut solutionner ou votre service peut solutionner son problème. C'est cette personne que vous devez chercher. Et cette personne n'hésitera pas à donner n'importe quel prix pour avoir la solution. Pour avoir la solution. C'est comme si vous tombez sur quelqu'un dans le désert qui a soif et qui a beaucoup d'argent. Vous lui proposez justement une bouteille d'eau seulement à 1 million. La personne n'hésitera pas à vous donner 1 million s'il en dispose pour avoir la bouteille d'eau. Parce que sinon, il va mourir. Donc, c'est des personnes comme ça que vous devez chercher. Des personnes qui ont soif, qui ont réellement besoin justement de votre produit ou de votre service. Et ces personnes-là ne vont jamais dire que votre produit est cher. Même s'ils trouvent que c'est cher, ils trouveront un moyen justement d'acheter votre produit ou votre service. Donc ici, vous pouvez voir des informations que vous pouvez chercher pour établir votre buyer persona. Parce que toute la communication que vous allez faire derrière sera autour de ce buyer persona, de cette personne-là. Alors, vous n'avez pas besoin de remplir toutes ces informations. Vous devez chercher les informations qui sont importantes pour vous dans votre domaine. Pour vous donner un exemple, que ce soit clair. Si je suis par exemple les étudiants, alors les informations qui seront importantes pour moi, ça sera peut-être la tranche d'âge de ces étudiants. Parce que je veux des jeunes. Je ne veux pas des vieux. Je ne veux pas peut-être des petits garçons. Voilà, donc la tranche d'âge sera importante parce que si je souhaite lancer une campagne, ça sera une partie que je peux montrer à l'algorithme, que je peux donner à l'algorithme et lui spécifier cela ou lui donner même des règles pour qu'il puisse aller trouver ces personnes-là. Par exemple, si c'est des produits pour femmes, et là, le sexe sera vraiment important. Parce que je veux dire que je ne vais pas toucher les hommes, c'est uniquement les femmes. Vous voyez? Donc, en fonction de cela, vous trouvez des informations qui sont vraiment importantes pour vous. L'objectif, c'est de pouvoir identifier les personnes qui sont réellement dans le besoin. Et là, c'est ce que je vous disais, la partie crainte, la partie motivation, crainte, motivation et aussi besoin. C'est-à-dire, c'est que la personne a réellement besoin tout de suite, c'est que la personne craint tout de suite, parce que si le problème n'est pas résolu, quelles sont les conséquences qui seront engendrées? Et après également, qu'est-ce qui peut motiver cette personne à passer à l'action? C'est des informations que vous devez avoir. Et votre communication doit tourner autour de ça. Les difficultés, les problèmes, les motivations, les conséquences. Et c'est ce qui va pousser justement la personne à s'intéresser à vous et à venir chercher justement sa solution auprès de vous. Alors, comment construire ce persona? Je vous ai dit qu'il y a 3 méthodes puissantes pour faire le persona. Et la première méthode, si tu communiques déjà et que ton entreprise a déjà une audience, c'est que tu as de l'or. Des informations qui sont là, c'est de l'or. Parce que toutes les plateformes aujourd'hui disposent d'une partie statistique qui te donne les informations des actions posées par les utilisateurs de cette plateforme ou les abonnés justement de ton compte ou de ta page. Donc, ces informations-là, ces statistiques-là vont te permettre justement de mieux connaître votre persona. Alors, par exemple, tu vas sur TikTok, tu vas sur Facebook, tu as toujours des informations sur la tranche d'âge.
tu as toujours des informations sur la zone géographique de ces personnes. Tu as toujours des informations sur le moment où ces personnes se connectent. Parce que c'est super important le moment de connexion. Parce que quand tu souhaites lancer une publicité ou une publication, il faudra te rassurer que ça se lance au moment où les personnes sont connectées en ligne. Parce que, en fait, c'est un critère important pour l'algorithme. Parce que quand tu postes tout de suite et qu'il y a beaucoup d'interactions, l'algorithme va comprendre que c'est un contenu assez intéressant. Il va essayer justement de montrer à d'autres personnes qui sont similaires à ces profils-là qui ont interagi en première position. Mais si tu publies et qu'il n'y a personne, même si le contenu est intéressant, s'il y a très peu d'interactions, l'algorithme va comprendre justement que c'est un mauvais contenu. Parce que la manière dont nous, on voit le contenu, ce n'est pas de cette même manière que les algorithmes voient le contenu. Les algorithmes comprennent justement la pertinence du contenu en fonction des interactions qui sont effectuées derrière. Les likes, les partages, les commentaires et les vues de vidéos. Mais s'il n'y a rien derrière, l'algorithme ne pourra pas comprendre qu'il s'agit justement d'un bon contenu. Raison pour laquelle vous allez vous retrouver des fois avec des contenus assez catastrophiques, des contenus, on ne comprend absolument rien du tout, des petites vidéos de 3 secondes qui font des millions de vues. On ne comprend pas. Mais des fois, ça peut faire rigoler juste à 3 secondes, il n'y a même personne qui parle, mais la vidéo est boostée, la vidéo devient virale parce que tout simplement, il y a eu beaucoup d'interactions et automatiquement, l'algorithme a compris que c'est un contenu qui intéresse tout le monde. Parce que leur objectif principal, c'est quoi? C'est de maintenir les gens sur leur plateforme. Et dans ce cas, les interactions, les publications qui ont plus d'interactions, c'est ceux-là qui permettent justement de maintenir les gens. Raison pour laquelle ils font booster ces contenus. Mais si toi, tes contenus, on n'a pas interagi, l'algorithme va croire que ce n'est pas un contenu intéressant. Et un contenu intéressant, c'est un contenu qui va faire sortir les gens de la plateforme. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc, les réseaux sociaux sont là pour ça. Ils mettent en avant le contenu où il y a plus d'interaction. Donc, toi, tu dois mettre justement toutes les chances de ton côté pour chercher justement à identifier, connaître ces personnes non seulement, et aussi connaître le moment où ces personnes se connectent en ligne. Donc, ici, avec ces informations, ça peut vous permettre de connaître vos personas. Non seulement vous allez comprendre quels sont les réseaux sociaux utilisés par ces personnes, quand est-ce que ces personnes se connectent, quelle est la tranche d'âge de ces personnes. Donc, ça vous donnera une idée justement de votre persona. Ça, c'est lorsque l'entreprise a déjà une communication établie, a déjà une présence en ligne, a déjà des réseaux sociaux. Et donc, ces réseaux sociaux te proposent justement ces statistiques qui pourront mieux améliorer ton persona. Maintenant, la deuxième méthode, c'est lorsque justement tu as déjà une base clientèle. Il y a déjà des clients qui sont venus chez toi, qui ont acheté tes produits ou tes services. Et là, ce que nous allons faire, on va essayer de comprendre un peu le comportement de ces personnes-là qui sont venues acheter, de connaître qui sont ces personnes, quel est le profil de ces personnes. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de chercher des personnes qui ressemblent à ces premières personnes qui sont venues acheter. Et totalement, il faut comprendre pourquoi ces personnes sont venues acheter. Quel était leur problème? Quelles étaient les frustrations? À quoi ils craignaient? Et quelles étaient les motivations? Et ces personnes-là peuvent te donner ces informations sans problème. En tout cas, si c'est des personnes qui ont apprécié ton service ou le produit, ça ne sera pas un problème pour eux de vous donner justement ces informations. Et là, il faut savoir aussi qu'on n'a pas envie d'avoir certains types de clients. Il y a des clients qui peuvent venir chez nous, mais honnêtement, on veut même les supplier de partir. Ou bien on ne veut même plus qu'ils viennent chez nous, qu'ils reviennent chez nous. Parce que c'est des clients qui vont peut-être négocier tellement que tu n'as même plus envie d'acheter et de vendre tes produits. Donc, nous, on n'a pas besoin de ce type de clients. On a besoin des clients qui apprécient le contenu, qui apprécient soit le service, soit le produit. Et ça ne leur posera vraiment pas de problème à faire des suggestions pour que le produit puisse être amélioré. Et c'est les mêmes personnes qui deviendront justement des ambassadeurs de l'entreprise. Et de demander à ces personnes pourquoi vous avez acheté, vous aviez quel problème et en quoi ça vous a été utile et quelle était la motivation. Ces informations vont vous permettre justement de pouvoir créer un persona qui ressemble à ces personnes. Et votre objectif, c'est de toucher d'autres profils qui ressemblent à ces personnes. Donc, d'autres personnes qui ont les mêmes besoins, qui ont les mêmes problèmes. Raison pour laquelle ils vont venir chez toi pour acheter ton produit. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de passer justement en présentiel pour demander à ces personnes. On peut tout faire sur Internet. On peut envoyer un mail pour ça. On peut envoyer justement un message pour ça. On peut appeler pour ça. Sinon, on peut justement les rencontrer pour ça. Donc, ça te permet justement de valider toi ton hypothèse parce qu'au tout début, tu vas te mettre à la place du client. Tu réfléchis sur des choses, tu mets des informations sur papier et là, maintenant, tu adoptes l'une de ces étapes-là pour valider l'information que tu as initiée sur le papier. Maintenant, troisième méthode, ça c'est lorsque tu viens juste de démarrer,
Tu n'as ni entreprise, tu n'as ni une présence en ligne. Et là, tu te contentes justement d'effectuer une enquête sur Internet. Et là, après, avant, on avait vraiment des enquêtes sur terrain, ça nous prenait énormément de temps. Il fallait vraiment beaucoup de personnes, il fallait de l'énergie, il fallait vraiment faire des choses plusieurs jours. Ça prenait énormément de temps. Et là, aujourd'hui, avec juste un petit montant en budget publicitaire, à moins de quelques heures, on arrive à toucher des centaines de milliers de personnes et on peut recevoir justement des informations. Et pour ça aussi, il faut appliquer certaines méthodes pour pouvoir avoir des interactions et des réponses aussi. J'ai l'habitude de faire des fois, en tant que professionnel, les gens ne sont pas trop disponibles. Vous connaissez, en fait, les gens sont trop pris, entrepreneurs et tout ça. Donc, si, en fait, votre enquête s'adresse à ce type de personnes qui ont très peu de temps, ça va être compliqué pour eux de vous répondre, même s'ils ont envie de le faire, mais le temps ne leur permet pas justement de vous répondre. Et là, ce que moi je fais, si c'est des personnes réellement qui ont besoin de mon service ou de mon produit, j'essaie justement de faire quelque chose, de proposer quelque chose en échange. Supposons que je fais justement un audit ou une enquête pour mon entreprise, agence de marketing digital, pour comprendre encore mieux les potentiels clients de Konatech. Moi, je peux faire une enquête en proposant justement aux gens qui vont répondre un audit gratuit ou un accompagnement d'un mois. Et ces personnes qui vont interagir, ces personnes qui vont donner des informations, c'est eux la réelle cible de Konatech. Parce qu'eux, ils sont dans le besoin, raison pour laquelle ils ont besoin du service de Konatech et ils pourront justement te donner beaucoup d'informations. Non seulement cette personne peut être convertie en tant que client à Konatech, et aussi c'est la personne qui connaît le mieux les personnes qui sont dans la même situation que lui. Parce qu'à travers lui, ces informations, tu pourras justement établir un persona qui va te permettre de répondre aux différentes questions que les autres personnes qui lui ressemblent se posent, bien évidemment. Donc, c'est un peu ça les trois méthodes que vous pouvez justement mettre en place pour établir votre persona. Après, le persona, ce n'est pas fini parce qu'une fois que vous connaissez justement la personne qui est intéressée par votre produit ou service, vous devez connaître comment cette personne prend la décision, comment cette personne s'informe sur Internet. Et là, on parle de parcours d'achat. Par exemple, pour laquelle je vous ai posé la question au tout début, si vous connaissez le parcours d'achat. Le parcours d'achat, c'est justement le moment où la personne a identifié un besoin jusqu'au moment où la personne a décidé justement d'acheter un produit ou un service. Quelqu'un souhaite parler? Oui, la salle d'attente, quelques minutes, s'il te plaît. Merci. D'accord, Dico. Parfait, c'est bon. Parfait. N'hésitez pas à me stopper hein, parce que si je suis de l'autre côté, je ne vois pas en fait l'écran ici. Parfait. Ok, parfait. Alors, je disais qu'il faudra comprendre un peu comment est-ce que cette personne recherche des informations, comment est-ce que cette personne s'informe, se dit, comment est-ce que cette personne, quels sont les canaux que cette personne utilise sur Internet. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'aller sur tous les canaux. On va aller sur les canaux qui sont utilisés par notre cible. Parce que c'est à travers ça que nous pouvons passer un message qui deviendra impactant, qui pourra toucher justement à la cible. Donc, on doit connaître les différentes questions que la personne se pose lors de ces différentes phases de réflexion. Et lors du parcours d'achat, chacun de nous passe par un parcours d'achat quand on souhaite acheter un produit ou un service. Peu importe le type de produit ou le type de service. Même s'il s'agit d'acheter une bouteille d'eau à la boutique, vous passez par un parcours d'achat. Le parcours d'achat, ça commence à partir du moment où tu te demandes « j'ai un problème » ou tu identifies un problème. À ce moment, tu rentres dans le parcours d'achat jusqu'au moment où tu prends la décision pour acheter la solution à ton problème. Supposons que c'est le cas d'acheter justement une bouteille d'eau à la boutique. Qu'est-ce que tu vas te dire au début? J'ai soif. OK, j'ai soif. À partir du moment où je sais que j'ai soif, cela veut dire que j'ai identifié un besoin. Et là, je rentre dans le parcours d'achat. Et qu'est-ce qui me vient en tête tout de suite? Je vais chercher une boutique pour acheter de l'eau. Et là, je vais chercher une boutique. Ça, c'est des questions que je me pose. Où se trouve une boutique ici, à proximité de moi? Et là, tu vas à la boutique, tu vas chercher quelles sont les bouteilles qui sont juste dans le frigo. Tu cherches une bouteille, OK, en fonction de ta poche, l'argent que tu disposes, est-ce que tu as la monnaie? Est-ce que cette bouteille te convient? Est-ce que? Donc, c'est des questions que tu vas te poser lors justement de ton parcours d'achat. Et ça, on appelle la réflexion d'achat. Et chacun de nous passe par ces réflexions d'achat. Et la réflexion d'achat, elle est plus ou moins longue en fonction justement du produit ou du service que tu achètes. Et plus le produit est cher, plus la réflexion d'achat va prendre du temps. Parce que quelqu'un qui souhaite acheter un iPhone n'aura pas la même durée de la réflexion d'achat que l'autre là qui souhaite acheter une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, ça coûte combien? 200 francs, 500 francs.
Au final, même quand tu prends une bouteille d'eau que ce n'est pas bon, ben, tu peux laisser, ce n'est pas un problème, tu peux jeter. Mais quand tu achètes un iPhone à 500 000, ça ne sera pas la même réaction. Donc, ce qui fait que ça te prend encore beaucoup plus de temps pour mieux réfléchir, pour valider l'urgence de ce produit avant de l'acheter, qui est l'iPhone, bien sûr. Donc, à chaque fois que tu achètes un produit, que ce soit à la seconde ou que ça prend 1 mois, 2 mois, 1 année, il faut savoir que tu es passé par une réflexion d'achat. Et la réflexion d'achat est répartie en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle l'awareness. Awareness, c'est le moment où on identifie un besoin. C'est le moment où on se dit, j'ai un problème. Et là, tu vas te mettre à chercher, à comprendre réellement le problème. Et quand tu es dans cette position et qu'une entreprise vient te proposer sa solution, tu ne vas pas acheter le produit, tu ne vas pas acheter le service, parce qu'en ce moment, tu n'es pas à la recherche de solutions, mais à l'identification du besoin. Prenons juste un exemple. Quelqu'un qui a les symptômes du paludisme, sauf si c'est un médecin, sinon quelqu'un de lambda qui a des symptômes de paludisme. Au tout début, tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir des courbatures, etc., fatigue générale. Mais tu te poses la question, quel est le problème que j'ai actuellement? Qu'est-ce qui me fait cela? C'est des questions que tu vas te poser, mais pas justement l'achat des médicaments tout de suite, parce que tu n'arrives même pas à identifier, tu ne sais même pas si c'est un palu ou pas. Et là, tu ne pourras pas acheter une solution, un médicament. Et donc, l'entreprise qui vient justement avec une proposition de vendre un médicament de palu, généralement, la personne ne va pas acheter parce qu'elle ne sait même pas que c'est bien pour lui. Donc, ici, en tant qu'entreprise, on doit justement proposer des solutions, on doit permettre à la personne de comprendre mieux son problème. Et lui, il a justement envie de connaître si c'est le palu ou pas, ou bien si c'est une autre maladie. Donc, les contenus que tu vas publier, et ça, c'est des contenus éducatifs qui vont permettre de nourrir la réflexion d'achat du consommateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nurturing, le fait de nourrir la réflexion d'achat. Donc, chaque étape de la réflexion d'achat, le prospect se pose différentes questions. Et toi, ton objectif, c'est de comprendre ce personnage. Une fois que tu as compris le personnage, tu pourras justement lui adresser des messages qui seront impactants. Parce que tu sais les différentes questions qui se posent lors de ces parcours d'achat. Et ici, une fois que la personne a identifié le problème, supposons que c'est le paludisme, et là, maintenant, il va se mettre à chercher la solution. Il va voir un médecin, il va voir le pharmacien, il va demander à la famille, il va demander à ses amis, est-ce que tu connais un médicament qui est bien pour le paludisme? Est-ce que... Et à ce moment, tu lui proposes des solutions. Là, le prospect cherche à identifier les personnes qui proposent les meilleures solutions sur le marché. Il va se mettre à chercher ces solutions. Et en ce moment, tu peux te démarquer en proposant justement un produit de qualité. Et ici, la personne doit prendre la décision. Une fois qu'il a identifié les différentes propositions, il va essayer de voir qu'est-ce qui est adapté à ma situation. Et c'est ici que les urgences vont jouer. Et c'est ici que justement les avantages concurrentiels vont jouer. Les avis clients, les promotions, la rupture de stock, pour justement pousser la personne à passer à l'action rapidement. Et donc, tu dois comprendre ce type de personnes. Une fois que tu es en face de ce type de personne, tu dois savoir à quel niveau cette personne se trouve. À quel niveau cette personne se trouve. Et aussi, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas de visibilité sur les réseaux sociaux, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas de vues, d'abonnés, de likes, c'est justement parce qu'ils ne diversifient pas leur contenu. Parce que les contenus également commerciaux sont adressés uniquement à des personnes qui sont là. Alors que sur 100 personnes qui consultent justement tes contenus par jour, tu verras qu'il n'y a que 10% seulement 10% maximum qui sont à ce niveau. Mais le reste, 90% se trouve à ce niveau. Et donc, toi, ton objectif, c'est de créer des contenus éducatifs, de créer des contenus ludiques pour permettre justement de nourrir les réflexions d'achat afin de les rendre matures jusqu'à la prise de décision. Donc, c'est assez normal si tes publications tournent toujours autour des thématiques commerciales. Parce que là, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour acheter. On est là pour se divertir. On est là pour se distraire. On est là pour se former. On est là pour s'informer. C'est les 3 objectifs qui ont les utilisateurs des réseaux sociaux. Se former et se divertir, se distraire. C'est ça. Et donc, tes contenus doivent tourner autour de ces différents contenus. Ça doit être un mélange de ces contenus. J'espère qu'il n'y a personne encore en attente. Parfait. Alors, aujourd'hui, le nouveau commercial 2.0, c'est le contenu. Je l'appelle comme ça parce qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a pas le temps pour écouter les commerciaux.
on n'a pas le temps pour écouter les commerciaux. Même les appels des entreprises comme les Orange, je consomme, même s'ils souhaitent vraiment qu'on nous appelle après chaque appel, quand on essaie d'appeler le service client, après ils vont essayer de nous rappeler pour demander si on est satisfait et tout ça. On n'a pas le temps pour ça. Et très peu de gens, en fait, répondent à ces questions-là, ou bien très peu de gens décrochent ces appels-là. En réalité, aujourd'hui, les commerciaux ne sont pas écoutés. On veut parler à un commercial seulement quand on est prêt à passer à l'action, quand on est prêt à acheter un produit ou un service. Donc, raison pour laquelle les commerciaux sont mis à l'écart jusqu'à la dernière étape. Et aujourd'hui, le contenu joue le rôle du commercial. C'est le contenu qui informe, qui éduque, qui pousse le prospect jusqu'à la partie maturité où il va décider de rentrer en contact pour acheter quelque chose, un produit ou un service. Et j'appelle le contenu justement le commercial 2.0. Parce que quand tu souhaites acheter quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rechercher sur Internet, tu vas comparer, tu vas lire, tu vas regarder, tu vas t'informer sur les différentes possibilités. Parce que même tout de suite, tu vas dans un magasin, tu vois une chaussure. Mais généralement, tu vas prendre le prix ou bien peut-être les informations. Tu vas chercher des informations. Supposons que c'est un ordinateur que tu vas acheter. Tu vas dans un magasin d'ordinateur et tu as le réflexe tout de suite d'aller sur Google pour chercher les caractéristiques, pour faire une comparaison avec une autre version, avec un autre modèle. Donc, même si on doit acheter en présentiel, on prend le temps quand même d'aller s'informer en ligne. Donc, le contenu que l'entreprise a créé joue le rôle de commercial. Et ce contenu attire le prospect. Le contenu éduque le prospect, ce contenu rassure le prospect et le contenu prépare le prospect à l'achat. Et généralement, ces personnes-là qui vont contacter ou rentrer en contact avec le commercial, ça trouve qu'ils sont déjà convertis à 99%. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour passer commande. Et donc, utiliser des contenus diversifiés pour pouvoir agrandir votre communauté, pour pouvoir nourrir justement la réflexion d'achat de vos prospects. Alors, il y a 4 types de contenus que vous pouvez justement, que vous devez maîtriser. Il y a ce qu'on appelle le contenu éducatif. Et le contenu éducatif, c'est ce dont on a réellement besoin aujourd'hui. Et je pense que c'est le contenu qui impacte le plus. Parce que ça apporte de la valeur gratuite aux gens, gratuitement. Et c'est le type de contenu qui apprend les gens à faire bien les choses, qui apprend les gens justement à développer leur business, qui apprend les gens à avoir de la visibilité, qui apprend les gens à bien utiliser des produits ou certains services. Et c'est des contenus du type astuce, c'est des contenus du type tuto, c'est des contenus du type checklist. Et des contenus éducatifs sont super importants et c'est le meilleur moyen justement d'agrandir sa communauté. Et peu importe le type de domaine d'activité, tu peux avoir des contenus éducatifs. Par exemple, si on prend le cas de Conatec, une agence de communication et de marketing digital, et c'est ce que moi je fais d'ailleurs, je crée des contenus pour montrer aux gens comment avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et avec ça, aujourd'hui, on forme une communauté de presque 200 000 personnes sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux. Il y a également des abonnés là-bas. Et les gens viennent justement pour avoir ces valeurs gratuites. Et s'il est question de choisir un acteur dans ce domaine, et ces gens n'hésiteront pas à retourner vers moi parce qu'ils savent que moi, je maîtrise ça, parce qu'ils savent que j'ai l'habitude de proposer ça. Et il n'y a pas d'autres personnes à qui ils font confiance qu'à part moi. Donc, je gagne le terrain avant même que la personne ait le besoin justement de mon service. Et c'est ce que vous devez faire. C'est un contenu, c'est un investissement sur le long terme. Le contenu commercial veut convertir tout de suite, mais le contenu éducatif apprête la personne, le met en confiance, le rassure avant qu'il ne prenne la décision d'acheter chez toi. Et quand il y a besoin, automatiquement, c'est fait. C'est du tic au tac. Et supposons que c'est quelqu'un il y a quelqu'un qui vend peut-être des vestes, mais pourquoi pas montrer aux gens comment plier les chemises? Ça, c'est un contenu éducatif. Les gens qui portent les vestes en ont besoin. Pourquoi pas montrer aux gens comment porter une cravate ou bien attacher une cravate? C'est les gens qui sont dans le besoin. Et des gens qui aiment les vestes savent très bien que c'est des problèmes auxquels ils peuvent se confronter, sauf si vous êtes quand même quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine. Donc, c'est des types de contenus éducatifs et dans n'importe quel domaine d'activité, tu peux avoir des contenus éducatifs. Et les personnes qui vont interagir, c'est eux la cible réelle de l'entreprise. Et tu as besoin de ces personnes-là. Tu n'as pas besoin d'1 million de personnes pour faire des ventes. Tu as besoin de 1000 bonnes personnes. Quelqu'un qui a 1 million de personnes, 1 million de followers, faux followers, des followers fantômes, des personnes qui viennent à travers des buzz, à travers juste des contenus
tendance. Après tendance, ils vont repartir. Ou bien c'est des personnes qui vont venir, mais ils ne vont pas interagir. Après, ça va te pénaliser. Parce que s'il y a des personnes qui sont abonnées et que l'algorithme montre à ces personnes qu'il n'y a pas d'interaction, tu es pénalisé par l'algorithme. Et donc, reste avec 1000 personnes qui sont engagées, qui savent pourquoi ils sont là, qui viennent justement pour tes contenus, pour tes produits. Ces 1000 personnes peuvent te rapporter beaucoup d'argent que les 1 million de personnes qui sont venues à travers le buzz. Il y a également le contenu émotionnel. Le contenu émotionnel, les gens sont attachés à tout ce qui est vraiment naturel et historique, qui est expérience, etc. Donc, quand tu partages ça, surtout, ça marche très bien avec les plateformes de type LinkedIn. Donc, partage ce type de contenu. Partage le contenu transformationnel. Le contenu transformationnel ou le contenu commercial. C'est des types de contenus que tu peux partager, mais quand tu abuses également, ça devient pénalisant pour ton compte. Parce que des contenus transformationnels, c'est des contenus qui essaient de vendre tout de suite. Alors que les gens ne sont pas là pour acheter tout le temps. Donc, partager des contenus qui peuvent les intéresser tout de suite, à tout moment, mais les contenus transformationnels, juste quelques fois. Juste quelques fois. Parce qu'après, tu vas tomber également sur les 10% restants qui sont là pour acheter. Alors, également, le contenu ludique. Le contenu ludique, ça permet justement de créer une proximité entre toi et tes consommateurs, entre toi et tes potentiels clients. Donc, le contenu ludique, ça peut être des jeux, ça peut être des sondages qui permettent de créer de l'interaction entre ta communauté et ton entreprise. Donc, c'est les 4 types de contenus que vous pouvez utiliser pour diversifier votre communication sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est la potion magique, en tout cas, pour agrandir votre communauté. Il n'y a pas d'autre secret. Vraiment, c'est le type de contenu. C'est le choix des types de contenu que vous allez publier qui va faire la différence sur le nombre d'abonnés que vous pouvez avoir. Alors, nous allons ici parler un peu. Dico, vous voyez que le temps passe vite là. Il y a encore des personnes. Je pense que c'est bon. Oui, effectivement que ça passe très vite. Mais c'est très intéressant également. On s'est même pas rendu compte de ça. Super, ça fait plaisir. Du coup, on va essayer de terminer avec cette partie. Ça peut prendre une dizaine de minutes en tout cas. Et on va parler un peu du fonctionnement des réseaux sociaux ici. Parce qu'il faudra savoir que il y a des gens beaucoup de personnes m'envoient vraiment des messages pour dire que je n'arrive pas à avoir de la visibilité. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Pour eux, il y a vraiment de la magie derrière. Il y a peut-être un système qu'il faut faire ça du tic au tac et puis ça marche. Alors qu'ils ne savent pas que les réseaux sociaux sont basés sur des algorithmes. Et les algorithmes, c'est des bouts de code. C'est des codes, c'est des instructions qui sont données à ces algorithmes pour dire que si telle action se passe, il faudra réagir de telle manière. C'est des robots qui sont créés derrière. Donc, il faudra juste comprendre un peu le fonctionnement de ces robots. Et ce sera facile pour toi en ce moment d'attirer de l'attention sur ton compte, d'amener également du trafic, d'agrandir la communauté à travers les abonnements. Mais quand tu ne comprends pas un peu le fonctionnement des réseaux sociaux, à chaque fois, tu verras que tes contenus n'auront pas de vie, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que tu ne maîtrises pas l'algorithme. Quand tu sais comment l'algorithme fonctionne, même si tu n'as pas de vie, tu sais automatiquement pourquoi tu n'as pas de vie. Et tout est basé sur l'algorithme, comme je l'ai dit. L'algorithme, c'est une suite de calculs pour donner un résultat. Dans la vie, c'est comme ça. C'est des codes qui sont rédigés. C'est pour donner des instructions à des machines. Et donc, nous allons parler peut-être spécifiquement du cas de TikTok, qui est peut-être le réseau social ou le deuxième réseau social le plus utilisé, le principal réseau social des jeunes. Maintenant, ces algorithmes-là essayent de nous montrer des contenus. Et vous avez remarqué, si vous aimez un type de contenu, supposons que vous aimez la comédie, vous consommez que des contenus de comédie sur votre TikTok, vous n'allez voir que des contenus de comédie seulement. Vous aimez que le sport sur votre compte, vous n'allez voir que les contenus de sport seulement sur votre compte. Vous aimez, je ne sais pas, n'importe quel type de contenu que vous aimez, c'est ce que vous allez voir sur votre compte. Pourquoi? Parce que l'algorithme a détecté votre centre d'intérêt. Et l'algorithme te donne des contenus pour que tu puisses rester et consommer ces contenus. Parce que quand tu aimes les contenus, tu vas rester sur la plateforme. Et l'objectif principal de chaque réseau social, c'est de maintenir les gens sur leur plateforme. Et tu restes sur la plateforme parce que tu aimes le contenu partagé. Donc, ils ont intérêt à vous connaître et à vous montrer quelque chose que vous aimez. Raison pour laquelle, si votre contenu n'intéresse pas les gens, s'il n'y a pas d'interaction, ils n'ont aucun intérêt à le montrer. Parce qu'ils vont croire justement que ça va faire fuir les gens. Parce que les premières personnes qui ont vu n'ont pas interagi. Parce que ton contenu n'est pas bon. Ton contenu n'est pas bon. Tu peux avoir c'est-à-dire un contenu qui a été créé, une vidéo qui a été créée à 1 million, mais c'est qualifié de très mauvais contenu. Parce que ce n'est pas la qualité que nous, on voit tout de suite. Mais c'est l'intérêt que les gens peuvent avoir sur le contenu. C'est ce qui va les pousser à réagir.
Et c'est ce qui va aussi passer l'information à l'algorithme comme quoi le contenu est intéressant. Et lui, il va justement essayer de propulser ce contenu pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. Parce qu'il y a les premières personnes qui ont déjà validé. Et c'est ce que vous devez comprendre. Les algorithmes sont là pour ça. Et quand tu comprends comment est-ce qu'ils fonctionnent avec des tips que je vais peut-être vous donner à la fin, tu peux créer des contenus, tu as tout le temps des vues. Même si ce n'est pas des millions de vues, mais en tout cas, si tu n'as pas de vues, tu sais pourquoi tu n'as pas de vues. Et si tu as des vues, tu pourras le savoir directement aussi. Ce n'est pas diabolique, mais c'est juste des règles à respecter. Et au-delà justement des interactions que vous pouvez effectuer sur les réseaux sociaux, l'algorithme se nourrit également d'autres données que nous lui donnons volontairement ou involontairement. Parce que si vous vous connectez sur Internet, à partir du moment où vous mettez votre adresse email, nom et prénom, vous avez partagé une information. Et ça, c'est ce qu'on appelle les données personnelles, votre identité numérique. Vous allez vous connecter à Facebook, on vous demande le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone. Vous mettez ça, vous avez donné vos données personnelles. Après également, vous pouvez partager avec Google. Excusez-moi. Des fois, vous pouvez partager avec Google ou avec un réseau social votre emplacement. Google, généralement, nous demande ça. Et si vous activez sur oui ou bien vous acceptez, cela veut dire que vous acceptez de partager votre zone géographique à Google. Et vous allez voir, si vous êtes au Mali, vous allez voir qu'il y a des contenus TikTok maliens. Mais si vous quittez Mali, vous allez dans d'autres pays, vous allez toujours voir des contenus TikTok maliens, mais ça sera juste 10% de vos contenus. Si vous allez peut-être au Cameroun, au Togo, vous allez voir que des contenus togolais à 90%. Parce que l'algorithme détecte justement votre emplacement, là où vous vous situez. Et le contenu vous est montré en fonction de votre emplacement. Pour que justement ça puisse vous intéresser. Parce que le contenu qui plaît au Gabonais, si vous êtes au Gabon, c'est sûr que ce type de contenu peut te plaire également parce que vous vous trouvez dans le même environnement. Donc, vous devez comprendre l'algorithme comme ça. Après cela, vous avez votre e-réputation. La e-réputation, c'est justement la communication que vous faites, ce qui est dit sur vous. Les partages sur vous et les identifications, les tags, ça permet justement à l'algorithme de bien comprendre. Par exemple, il y a ton frère qui a partagé un contenu en te mentionnant félicitations pour le baccalauréat. Bah, l'algorithme a des informations sur toi. L'algorithme sait maintenant que toi, tu as eu le bac cette année. Et moi, en tant que gestionnaire de campagne, je peux lancer une campagne pour dire à l'algorithme, je souhaite cibler les personnes qui ont eu le bac cette année. Et comment est-ce qu'il va le savoir? Parce qu'il y a ton frère qui t'a tagué en te félicitant parce que tu as eu le bac cette année. Et l'algorithme t'a déjà repéré et il t'a mis dans le lot des personnes qui ont eu le bac cette année. Donc, il y a ce qu'on appelle la e-réputation également. Il y a également les préférences et les centres d'intérêt. Ça, c'est ce que toi, tu consommes. Ce que tu consommes, les vidéos que tu likes, les vidéos que tu partages, les commentaires que tu mets. Et ça donne également de l'information à l'algorithme sur ce que tu veux sur la plateforme. Raison pour laquelle tu vois ce type de contenu. Après également, il y a tout ce qui est empreinte numérique. Au-delà de ces plateformes réseaux sociaux, vous pouvez faire d'autres interactions avec d'autres sites Internet. En fonction de cela, il peut comprendre également. Par exemple, vous allez sur Google, vous tapez une recherche sur une chaussure. Vous revenez sur TikTok ou Facebook après 30 minutes, on vous montre que c'est la même chaussure que vous êtes allé chercher. Ou bien vous allez parler sur WhatsApp. WhatsApp, c'est pour Facebook. Ils ont toutes les informations sur vous. C'est comme si Orange essaie justement de comprendre ce que vous êtes en train de dire en appel. C'est pratiquement la même chose en réalité. Donc, ils ont toutes les informations sur vous et vous vous connectez automatiquement sur Facebook. Vous allez voir également des produits qui ont un rapport avec ce que tu as dit justement sur le compte WhatsApp. Il y a également le réseau. Le réseau, c'est les fréquentations, les personnes tes amis, la famille, l'entourage. Et en fonction de ça également, on comprend mieux sur toi. Et vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous connaissent mieux que nos parents. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait, des fois, on fait des choses qu'on ne peut pas expliquer à travers nos téléphones, mais qu'on aime, bien sûr. Et raison pour laquelle ces réseaux sociaux ont des informations sur nous. Raison pour laquelle, s'ils ont décidé de nous cibler, ça ne peut pas nous manquer. Et c'est ce qui fait que quand tu rentres sur ces réseaux sociaux, tu as du mal à ressortir. Parce qu'en réalité, tu tombes que sur des contenus qui te plaisent. Parce qu'autrement, tu allais sortir rapidement et ça, ce n'est pas ce qui les arrange. S'il n'y a personne sur la plateforme, il n'y a pas de publicité sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de commerçants, il n'y a pas d'entrepreneurs. Et s'il n'y a pas ces personnes-là qui donnent de l'argent à Facebook ou à TikTok, ils n'existeraient pas. Parce que c'est eux qui donnent de l'argent à la plateforme et raison pour laquelle la plateforme aussi vous partage également les vidéos, les photos de ces personnes-là. Et au final, c'est vous qui allez acheter ces produits. Alors, comment est-ce que l'algorithme TikTok marche? Ça, c'était globalement comment est-ce que tous les algorithmes fonctionnaient. Mais ici, comment l'algorithme TikTok fonctionne particulièrement?
Vous allez voir que quand vous publiez un contenu sur TikTok, tout de suite, il y a l'IA de TikTok qui essaie d'analyser un peu, de comprendre un peu le contenu que vous avez publié. Et comment est-ce qu'il va comprendre le contenu? En fonction de la description que vous avez mis, en fonction également des hashtags que vous avez mis, en fonction de la musique que vous avez mis, en fonction également de votre localisation que vous avez mis. Raison pour laquelle vous publiez un contenu, assurez-vous de mettre toutes les informations possibles. Après, d'autres vont dire qu'il y a des personnes qui publient avec 1 million, 2 millions, mais ils ne mettent pas de description. C'est normal. Ils ont déjà des millions de vues. Ils ont déjà des millions, mais s'ils avaient fait ça à l'heure de vie, ça n'allait pas marcher. C'est peut-être des célébrités. Mais vous qui avez besoin de la visibilité, respectez ceci. Parce que tant que l'algorithme ne comprend pas la thématique, le sujet de votre contenu, il ne va pas le montrer à des personnes qui sont intéressées. Surtout quand vous parlez à la langue locale. Aujourd'hui, moi, je parle en Bambara sur mon compte TikTok, mais ça touche des personnes intéressées. Parce que je donne un maximum d'informations à l'algorithme. Si je vais aujourd'hui, peut-être je ne donne même pas toutes ces informations parce que j'ai déjà une communauté là-bas et l'algorithme a suffisamment d'informations sur moi. Mais je parle des personnes qui sont dans le besoin, qui ont très peu de communauté, une petite communauté, et qui ont besoin vraiment d'agrandir cette communauté. Tâchez de donner des informations à l'algorithme. Et mettez ça dans la description, mettez des hashtags, mettez votre localisation et aussi choisissez justement la musique utilisée et en tendance dans votre pays. C'est super important. Après, une fois que l'algorithme a détecté justement le type de contenu, il va le diffuser à 200 à 300 premières personnes. Entre 200 au grand maximum à 400. Raison pour laquelle beaucoup de personnes disent que il y a mon contenu qui est bloqué à 200, à 300, ils ne savent pas pourquoi. C'est parce que le premier test là, à 200 personnes n'a pas marché. L'algorithme a compris que le contenu, ou bien peut-être il a conclu que le contenu n'était pas intéressant et que ce n'était pas la peine de partager à d'autres personnes. Maintenant, si tu passes le premier test qui est montré à 200 à 300 personnes ou 400 personnes, donc l'algorithme le montre à d'autres personnes. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a 4 ou 5 critères qui sont pris en compte par l'algorithme pour booster le contenu, pour qualifier si le contenu était intéressant ou pas. Ici, tu peux voir que le critère le plus important pour l'algorithme, c'est le réobservation. Le réobservation, ça veut dire quoi? C'est le relooking, le fait de regarder la vidéo. De regarder une fois et de regarder deux fois. Raison pour laquelle il y a des petites vidéos de moins de 3 secondes qui font des millions de vues. Tu ne comprends pas. Parce que c'est plus facile, surtout si c'est une vidéo comédie, c'est plus facile d'être répété plusieurs fois. Et on peut répéter ces vidéos 10, 15 fois sans se rendre même compte. Et raison pour laquelle c'est un contenu, c'est un critère qui est super important. Et une vidéo qui est répétée plusieurs fois peut avoir beaucoup de visibilité et être virale instantanément. Raison pour laquelle quand vous démarrez votre compte TikTok tout de suite, ne misez pas sur des vidéos longues. Ça ne marche pas. Une vidéo longue qui peut marcher si tu parles de quelque chose d'exception qui vient de se produire. Par exemple, un accident et un scandale vient juste pour se produire ici. Voilà. Quand tu parles de ces choses-là, les gens sont curieux. Ils vont regarder. Mais on n'a pas ces contenus-là tout le temps. Et bon, nous, on ne veut pas créer notre business autour de ça aussi. Donc, essayez justement d'avoir des contenus de moins de 20-30 secondes, grand maximum 30 secondes au tout début. Mais après, vous pouvez vous permettre de mettre des contenus de 30 minutes. Un Oumou Sangaré qui vient publier un contenu de 1 heure de temps, même s'il fait 15 minutes sans parler, les gens vont rester pour écouter parce qu'ils apprécient Oumou Sangaré. Et toi, tu n'es pas Oumou Sangaré. Donc, commence d'abord par créer des contenus qui sont courts, que les gens peuvent regarder rapidement. Et ça, c'est super important. Au tout début, les gens vont relooker. Ça va te donner 10 points à chaque fois que ça a été relooké. Après, le deuxième critère qui est assez important, ça, c'est le taux d'achèvement. Donc, faites en sorte que les gens puissent regarder la vidéo du début à la fin. Donc, essayez d'amener les gens à la fin de la vidéo. Et aussi, il y a quelque chose à comprendre. Ce qui peut te donner de la visibilité, ça, c'est l'accroche d'abord. Avant même de voir le contenu, même si le contenu est intéressant. Mais si l'accroche n'est pas bonne, les gens ne vont pas regarder le reste du contenu. Donc, deux choses à faire dans chacune de vos vidéos. La première chose, c'est l'accroche. De captiver l'attention des gens. Les 3 premières secondes, c'est la partie la plus importante des vidéos TikTok. Donc, faites quelque chose pour captiver l'attention des gens. Que ce soit en voix, que ce soit en image, que ce soit en texte, mettez quelque chose qui peut capturer. Les gens qui vont venir justement, bonjour, moi je m'appelle tant, on ne vous écoute pas. En réalité, on n'est pas sur TikTok pour ça. On n'est pas sur TikTok pour ça. Mais venez directement rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez une communauté, prenez votre temps. Mais je parle des débutants, de ceux qui viennent de commencer, qui n'ont pas une grande communauté.
Donc, le taux d'achèvement également est important pour TikTok. Si on regarde la totalité de la vidéo, il y a également le partage également. Donc, si le contenu est partagé également, ça te donne encore beaucoup de points. Il y a les commentaires et il y a le j'aime qui vient à la dernière position. Donc, l'ensemble de ces points sont cumulés et en fonction d'un certain nombre, l'algorithme va justement déterminer si c'est un contenu intéressant ou pas. Au cas où l'algorithme détermine que c'est un contenu intéressant, il va faire booster le contenu et il va le montrer justement à peut-être 1000 personnes ou 2000 personnes. Et si le même scénario se reproduit là-bas, il va le montrer à 50 000 personnes, après 100 000 personnes, après le contenu devient viral et tu atteins les millions de personnes. Et c'est comme ça. Et après, si le contenu ne marche pas, l'algorithme va essayer de recommencer, mais peut-être pas instantanément. Raison pour laquelle il y a ces contenus que tu peux publier après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou bien une année, le contenu peut également redevenir viral. Parce qu'après quelques mois, il y a des interactions derrière le contenu et l'algorithme a décidé de faire ressortir le contenu, de le remontrer à d'autres personnes. Et si ça tombe sur des bonnes personnes, ça peut permettre justement à ton contenu d'avoir encore beaucoup de visibilité. Par exemple, laquelle on voit certaines chansons, après 5 ans, 3 ans de sortie, la chanson peut devenir virale encore sur TikTok parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait comment est-ce qu'on appelle ça, un contenu sur ça. Donc, c'est un peu comme ça que l'algorithme TikTok fonctionne. Et donc, si tu n'as pas de vue seulement, mets-toi en tête que tu n'as pas passé le premier test. Et pour passer le premier test, il faudra juste mettre en tête qu'il y a ces critères-là qui sont assez importants. Et en ayant ces informations en tête, tu pourras produire des contenus qui sont assez importants. Et cela peut te donner justement de la visibilité, te permettre d'agrandir ta communauté. Alors, est-ce qu'il faut-il se mettre sur tous les réseaux sociaux finalement? C'est la dernière question que je vais vous poser. Est-ce qu'il faut-il se mettre sur tous les réseaux sociaux? Je veux des interactions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut-il se mettre sur tous les réseaux sociaux selon vous? Est-ce qu'il faut-il se mettre sur tous les réseaux sociaux? Vous avez la parole. Si vous voulez, mettez ça. Mettez ça ici. Vous êtes là? J'espère que vous êtes là. Oui, je veux parler. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Ok. Merci déjà pour votre intervention. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Comme vous l'avez déjà dit depuis le début, il faudra cibler d'abord sa clientèle, où il se trouve réellement. Du coup, moi, je conclus que ça va dépendre où se trouvent réellement mes clients. C'est-à-dire aussi, ce sont des gens qui sont fréquents sur LinkedIn, par exemple. C'est là-bas où je vais être fréquent, aussi sur TikTok. Et vous avez mentionné également la tranche d'âge. Voilà, les facteurs, ça va dépendre de tous les facteurs que vous avez au préalable cités quand il s'agit d'identifier ses clients, en fait. Exactement. Oui. D'accord, parfait. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le commentaire aussi que je vois ici pratiquement. Je pense que oui. Ah, il y a un commentaire qui dit qu'il pense que oui, il faudra se mettre sur tous les réseaux sociaux. Non, pour un début, ça va dépendre. Ok, parfait. Alors, moi, je dirais que on n'a pas besoin de se mettre sur tous les réseaux sociaux. On ne doit même pas se mettre sur tous les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. En réalité, tout le monde n'a pas besoin de notre produit ou notre service. On ne cible pas tout le monde. On cible les personnes qui sont dans le besoin. Et ces personnes ne peuvent pas être sur tous les réseaux sociaux. Même s'ils sont sur tous les réseaux sociaux, je vais vous donner un exemple. Chacun de vous ici a minimum 2 comptes sur les réseaux sociaux. Chacun de vous ici a minimum un compte sur TikTok, un compte sur Facebook ou un compte sur LinkedIn. Mais est-ce que vous vous connectez au même rythme sur ces différents comptes? Est-ce que vous vous connectez à la même fréquence sur ces différents comptes? Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, il y a ces comptes-là que vous avez, mais vous pouvez faire des mois sans vous connecter sur ces comptes. Mais par contre, il y a ces comptes que vous avez, vous ne pouvez pas du tout faire une journée sans vous connecter sur ces comptes. Et là, les comptes où on ne peut pas faire une journée sans se connecter, c'est ces comptes-là qui doivent être ciblés par l'entreprise. On n'a pas besoin d'aller sur tous les comptes. On n'a pas besoin d'aller sur LinkedIn parce qu'on sait que la personne a quand même un compte sur LinkedIn, mais qui peut faire un mois sans aller sur LinkedIn. Tu vas te perdre là-bas, tu vas gâcher justement ton argent si tu lances une campagne.
tu vas gaspiller de l'énergie, tu vas gaspiller de l'effort alors que tu pouvais les économiser et le mettre justement au service de d'autres activités ou de d'autres plateformes. Alors, moi, je pense que le choix des canaux va dépendre justement de votre cible. Le choix des canaux va dépendre de votre cible. Qui est la cible? Une fois que vous avez défini la cible, justement, vous avez juste des informations sur les canaux utilisés par cette cible. Parce que ça commence par ça, l'identification de la cible. Et donc, ce que je peux vous dire au début, ne dépassez pas des réseaux sociaux. Ne dépassez pas des réseaux sociaux. Commencez avec un seul réseau social, maximum 2 réseaux sociaux. Après, vous pouvez peut-être élargir le champ d'intervention, c'est normal, mais commencez avec 1 ou 2 réseaux sociaux et cherchez les réseaux sociaux où vos prospects passent le plus de temps. C'est là-bas que vous allez convertir beaucoup de personnes. Parce que vous n'avez pas besoin de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 milliards de personnes sur Facebook, il y a 2 milliards de personnes sur Instagram, il y a 1 milliard de personnes sur TikTok que vous devez justement aller sur toutes ces plateformes-là. Vous n'en avez pas besoin. Et le cumul même de ces plateformes-là, ça vous donne peut-être 5-7 milliards. Mais vous devez vous rendre compte également que c'est les mêmes personnes qui peuvent avoir des différents comptes sur ces différentes plateformes. Donc, cherchez là où la personne passe le plus de temps et mettez-vous là-bas et communiquez. Et votre communication sera impactante et vous pourrez avoir des conversions. Et je pense que ça sera justement la dernière partie. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Donc, il y a des réseaux sociaux 100% sur le divertissement du fan. Il y a des réseaux sociaux 100% sur le commerce. Et mais tu peux aussi trouver des réseaux sociaux sur plusieurs catégories, notamment du cas de TikTok, du cas de WhatsApp, je voulais dire. C'est un réseau social de messagerie, un réseau social qui devient un réseau social finalement. Sinon, c'est une application de messagerie, mais qu'on peut faire utiliser pour le commerce et aussi pour le divertissement. Et Facebook qui est un peu dans tout, divertissement, commerce et messagerie, tout en réalité. Il y a les réseaux sociaux professionnels également, tels que LinkedIn, tels que Twitter. Et si la cible est professionnelle, on se doit d'être sur ces réseaux sociaux professionnels. Et si la cible est jeune, on se doit sur des réseaux sociaux de divertissement. Donc, en fonction justement de votre business, c'est à vous de voir un peu et quel est le réseau social adapté justement à ma cible et je me mets sur ces réseaux sociaux pour communiquer. Voilà, une fois que j'ai une grande audience, une grande communauté, je peux essayer de diversifier, d'aller sur d'autres réseaux sociaux et voilà, en fonction de ça, vous pourrez maîtriser votre communication et ça devient impactant aussi. Et donc, je pense que cela va mettre fin justement à mon intervention. Ça sera la fin des slides. Donc, je vous passe justement la main pour que vous puissiez poser une ou deux questions pour qu'on puisse terminer avec ça. Sinon, Dico, je ne sais pas si vous avez des choses à dire et je pense que ça doit être la fin de mes slides. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est vraiment intéressant. C'était passionnant de suivre. J'ai une question et puis on va en profiter pour ouvrir la séance de questions-réponses. D'accord. Moi, c'est quel créneau public par exemple, sur Facebook ou sur TikTok, quelles sont les plages horaires pour publier et avoir une grande visibilité? D'accord. Quelles sont les plages pour publier pour avoir une visibilité sur TikTok et sur Facebook? C'est ça la question? Oui, oui. En général, quoi. Même LinkedIn, les réseaux sociaux en général, les plages horaires. D'accord. Maintenant, il faut savoir que c'est en fonction de la cible, n'est-ce pas? C'est en fonction de l'audience, comme j'ai eu à le dire, en fonction des personnes qui se connectent sur l'Internet. Mais vous pourrez voir sur chaque plateforme. Sur chaque plateforme, il y a une partie statistique. Et mon ordinateur n'est pas connecté à mon compte TikTok, sinon j'allais vous montrer ça en live directement. Je ne suis pas connecté. Alors, chaque plateforme vous donne les statistiques sur le moment où votre audience est la plus connectée. Au moment où les gens qui vous suivent sont plus connectés sur Internet. Vous allez voir ça sur TikTok. Vous allez rentrer dans TikTok Studio. Et dans TikTok, la partie Studio, vous allez voir données analytiques. Et dans données analytiques, vous allez voir justement les horaires de connexion. Donc, le moment où les gens sont connectés, vous pouvez publier pendant cette période-là. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de période spécifique, mais ce que moi je peux vous donner par expérience, ce qui marche, en tout cas au Mali, c'est de voir un peu les moments de pause. Par exemple, si c'est des jours de travail,
essayez de voir un peu entre midi, 14h et entre 18h, 20h. Vous allez voir qu'un peu, c'est le moment de pause, le moment où on mange. Et après également, le moment où on rentre à la maison. Bon, qu'on mange le repas également. Oui. Donc, ces moments-là, il y a beaucoup plus de connexion, que ce soit du côté des professionnels, du côté des particuliers. Donc, ça peut très bien marcher. Surtout vers la nuit, à partir de 18h à 21h. Ça peut très bien marcher. Maintenant, au-delà de ça, ça, c'est des informations que vous pouvez prendre et aussi compléter avec les statistiques que les différents réseaux sociaux vous donnent. Et ces différents réseaux sociaux, bien évidemment, il s'agit juste d'aller sur la partie statistique et vous avez ces informations. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oui, Konaté, c'est très clair pour moi. Parfait. Parfait. Merci. Il y avait une autre question. Merci, Diko. On peut ouvrir la session de questions et réponses pour 10 minutes pour terminer directement avec ça. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, Hamid, comment avoir la visibilité sur TikTok, c'est ça? Comment avoir la visibilité sur TikTok? C'est avoir la visibilité sur TikTok qui vous fatigue. Alors, parfait. J'ai donné quand même certains tips. Je vous ai dit que ce n'est pas un système qui est mis en place du tic au tac, mais c'est vraiment une analyse approfondie de votre cible et aussi le choix des canaux et aussi les types de publications à effectuer. Et par rapport au type de publication, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, j'ai dit qu'il faudra diversifier les contenus. Les contenus, généralement, qui n'ont pas de visibilité, c'est des contenus commerciaux. Parce que généralement, vous publiez des contenus pour vendre vos produits, ce qui est normal. Mais sauf que vous devez comprendre que les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux pour vendre, pour acheter, disons. On vient pour s'informer, pour se former, pour se distraire. Et donc, tu dois publier des contenus dans ce sens. Et ces mêmes personnes qui prennent du plaisir justement à consommer tes contenus éducatifs, informatifs ou divertissants, c'est les mêmes qui vont te contacter s'ils ont le besoin justement d'acheter ton produit ou ton service. Et donc, toi, tu dois miser 90% sur des contenus qui éduquent, qui informent, et qui distraient, et juste 10% sur des contenus qui vendent. Mais quand tu mises sur les contenus qui vendent, généralement, tu n'as pas de visibilité. Et ce qui est normal. Parce que les gens ne vont pas interagir parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils ne veulent pas acheter tout de suite. Et quand ils n'interagissent pas, automatiquement, l'algorithme va comprendre que ce n'est pas un bon contenu. Et si ce n'est pas un bon contenu pour lui, le contenu ne sera pas montré à beaucoup de personnes. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Et si vous changez le type de contenu, tout de suite, vous allez voir que votre audience va s'agrandir. C'est normal. C'est vraiment normal parce qu'en vrai, les gens viennent pour avoir des informations. Et surtout quand c'est gratuit également. Donc, ils vont prendre du plaisir à les consommer. Ils vont non seulement s'abonner à vous, parce que vous n'avez pas besoin de les supplier pour qu'ils puissent s'abonner. Ils viennent parce qu'ils ont quelque chose à apprendre, parce qu'ils vont avoir des informations qui vont leur être utiles. Donc, ils viennent pour ça. Donc, misez sur le partage d'informations, misez sur l'enseignement, misez sur les contenus qui distraient, parce que les gens sont sur les réseaux sociaux pour ça. Et vous allez voir la différence. Donc, si vous voulez, je vois que vous êtes venu en retard, il n'y a pas de souci. Je vais partager le slide à Diko. Diko peut essayer de vous partager ça. Donc, pour ceux qui sont venus en retard, vous pouvez voir un peu le récap. Alors, vous demandez si on peut avoir 10 000 abonnés en un mois. Oui, on peut avoir 10 000 abonnés en un mois, mais à condition que vous publiez beaucoup de fois par jour. Il faudra publier vraiment un maximum de contenu par jour, minimum 3 contenus. Pour avoir 10 000 cas en un mois, c'est possible. Parce que des fois, vous savez qu'il y a un contenu qui peut devenir viral. Vous pouvez publier 100 contenus, vous ne dépassez pas les 1000 vues, mais un seul contenu peut devenir viral et vous apporter 1 million de vues. Et à travers ces 1 million de vues, vous avez les 10 cas. Et avec plusieurs publications également, vous allez voir, si vous multipliez les publications, les contenus peuvent devenir viraux, les unes à la suite des autres. Donc, ça peut vous amener un maximum d'abonnements en un coup. Mais au tout début, peut-être ça peut traîner un peu, ça peut prendre du temps. Mais au fur et à mesure que vous publiez, vous allez voir que les abonnés peuvent pleuvoir. Bon, c'est sûr que si c'est des contenus qui sont intéressants aussi. Donc, c'est bien possible, mais il suffit juste de payer le prix pour les avoir. Oui, quelqu'un d'autre qui voulait parler? Allez-y. Oui, c'est moi.
D'accord, allons-y. Une fois de plus, merci pour votre intervention. Ça a été quand même très enrichissant. Ah, Et vous avez parlé du parcours d'achat, oui, c'est-à-dire de l'identification de besoins jusqu'à la décision d'achat par le client. Maintenant, à c'est- ce niveau, vous avez également mentionné qu'il y a un temps de réflexion qui est oui. déjà proportionnel au prix d'achat. Lorsque vous avez donné l'exemple sur quelqu'un qui voulait acheter un iPhone et puis quelqu'un qui voulait acheter une bouteille d'eau. Et logiquement, comme vous l'avez mentionné, c'est pas le même temps de réflexion. Selon vous, Exactement. selon quel, quel type de contenu proposeriez-vous que nous publions afin de raccourcir ce temps de réflexion du client, c'est-à-dire afin qu'il puisse rapidement prendre sa décision? Alors, comme je l'ai dit, des fois, vous allez voir que ce temps de réflexion ne dépend pas de vous, mais ça dépend du client, ça dépend des fois de l'approche du client, ça dépend de l'urgence du client. Par exemple, quelqu'un qui souhaite acheter un iPhone tout de suite, il a le besoin d'acheter un iPhone, mais il se rend compte qu'après il lui faut une moto tout de suite avant d'acheter un iPhone. Donc, s'il arrive en fait à faire une comparaison entre acheter une moto, acheter téléphone, donc vous allez voir que moto va peut-être peser sur le téléphone. La personne peut acheter le téléphone. Ça peut dépendre vraiment de la situation de la personne elle-même. Donc, du coup, de l'urgence de ce problème. Si le problème est super urgent, ça va passer vite, même si c'est cher. Mais si le problème n'est pas autant urgent, ou bien s'il y a d'autres urgences que le problème, donc ça peut traîner un peu. Maintenant, votre objectif, c'est de vraiment répondre aux différentes questions à chaque point de contact avec le client. À chaque fois que le client a un problème, le client va chercher sur Internet. Et toi, tu te rassures justement d'avoir des réponses à toutes les d'achat. Donc, c'est ce que vous faites. Mais pour raccourcir, je ne pense pas que vous ayez le contrôle sur ça. Vous pouvez quand même le rassurer à chaque fois que vous c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Parfait. Merci beaucoup, Alassane. Y a-t-il d'autres questions? Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et tout d'abord, je vous remercie pour le cours. Avec plaisir. Et vous avez souligné un point, moi je souhaitais revenir sur ce point en fait. D'accord. Et vous avez dit qu'en fonction de notre cible, que ce soit les jeunes ou comment on appelle, les personnes âgées au fait. Ah oui, c'est ça. Donc, savoir comment parler. Si c'est un jeune, on peut utiliser les jargons avec eux, ou bien si c'est les personnes âgées ou les professionnels, on peut aussi utiliser, on peut parler d'une autre façon en fait. Si. Ouais. Donc, moi, j'aimerais savoir, supposons si on parle et clairement pour les deux en même temps, est-ce que c'est faisable là? Alors, c'est faisable, mais il serait mieux de plus les personnaliser parce que en réalité, des fois, quand tu parles aux jeunes et que tu les vous vois, bon, en réalité, ils ne vont pas se reconnaître dans ça. Ce ne sont pas des professionnels pour l'instant. Donc, il serait mieux d'adopter un jargon qui est plus adapté, un langage qui est plus adapté, qui est personnalisé et vraiment adapté au profil jeune. Maintenant, si c'est des professionnels également, imagine que tu prends juste le tu essaies de tutoyer les jeunes et aussi les professionnels. Vous allez voir que ça ne va pas marcher avec les professionnels surtout. Parce que là, ce n'est pas vraiment respectueux dans le milieu professionnel, peut-être de les tutoyer. Ils vont se sentir un peu, voilà, ça ne serait pas vraiment impactant comme message, ce que je voulais dire. Donc, du coup, moi, je pense que ça serait plutôt intéressant d'adapter le ton à chaque profil. À chaque profil. Donc, si je comprends bien, là où je vise les jeunes, je parle directement des jeunes. Donc, là où Exactement. je vise les personnes âgées, je peux vous voir en ce moment en fait. Exactement, c'est ça. En fonction du contenu que vous publiez, c'est vous qui savez ce qui la cible. On ne publie pas un contenu juste pour publier. Donc, on essaie justement de cibler chaque personne avec un contenu. Et derrière chaque contenu, il y a un objectif. Étant donné que vous devez à chaque fois répondre aux différentes questions que le prospect se pose lors de sa réflexion d'achat, vous devez mettre en tête également que chaque contenu qui est publié doit répondre à une de ces questions. Et donc, il y a un objectif derrière chaque publication. On ne publie pas au hasard.
Raison pour laquelle on doit avoir un planning de publication qui suit justement une ligne éditoriale. Donc, ça, c'est super important. Donc, à travers le contenu que vous allez publier, vous savez directement que, OK, je dois cibler ce type de personnes. Ce type de personnes est également dans cette étape de réflexion. Donc, est-ce que c'est en première phase, est-ce que c'est en deuxième phase, est-ce que c'est en troisième phase? Et en fonction de ça, vous pourrez justement adapter le ton. Donc, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un nombre de contenus limité par jour? En vrai, il n'y a pas de nombre de contenu limité par jour, mais bon, en réalité, moi, je peux peut-être vous donner juste ce que je fais. Je peux vous donner, je peux vous faire des recommandations. Et si vous avez la possibilité de publier 1000 fois par jour, faites-le. Et ce qui est important, c'est de maintenir ce rythme de publication. Parce que si vous publiez aujourd'hui 1000 fois, demain, il faudra publier 1000 fois. Après-demain, il faudra publier 1000 fois. Parce que c'est la régularité qui marche avec les réseaux sociaux. Quand vous publiez aujourd'hui 1000 fois, demain, vous publiez une fois. Après-demain, vous publiez 300 fois. Ça ne va pas marcher. L'algorithme ne va rien comprendre. Et donc, si l'algorithme ne vous comprend pas, vous n'aurez pas de visibilité. Vous n'aurez pas de visibilité. Donc, si vous avez la possibilité de publier un post par jour, faites-le. Si vous pouvez maintenir ce rythme longtemps, faites-le. Et ça va vous rapporter de la visibilité. Mais il faudra savoir aussi, la personne qui publie une fois par jour, chaque jour, avec ce même rythme, n'aura pas la même visibilité que l'autre là qui publie 5 fois par jour et qui arrive à maintenir ce rythme-là également. Donc, cela veut dire que plus vous publiez, plus vous avez de la visibilité. Mais si vous publiez sans régularité, c'est pénalisant pour vous. Donc, ce qui est important, c'est la régularité. Si votre métier peut vous permettre de publier chaque jour 100 fois, faites-le. Il n'y a pas de limite. Mais sinon, essayez de trouver juste le juste milieu et ce qui est possible pour vous et essayez de le faire sur le long terme. C'est vraiment un marathon, quoi. Ce n'est pas juste une course express. Donc, essayez de maintenir le rythme que vous pouvez faire sur le long terme. Ok, c'était pour ça. Merci beaucoup. C'est ça, plaisir. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Oui, si possible. Alors, allons-y, on va se limiter à ça. Donc, ce sera la dernière question. OK. Selon vous, vous avez parlé de l'identification de la clientèle. Après avoir identifié la clientèle, est-ce qu'il est crucial, selon vous, d'étudier la concurrence avant de publier? Si, si. Si, si. Je pense qu'au tout début, on a parlé de ça lorsqu'on a parlé de la définition du marketing. C'est vrai quand même que ça, c'est juste un cours d'une heure de temps. Et moi, je ne parle même pas généralement de publication sans pour autant passer par l'établissement de la stratégie, c'est-à-dire le fait d'étudier le marché, le fait de se positionner, le fait également de trouver les bons canaux et de faire un planning de contenu. Donc, il faudra passer par l'établissement justement de la stratégie. Ça, il faudra d'abord analyser la concurrence. Il faut vraiment étudier la concurrence. Ça, c'est super important à ce niveau. Lorsque j'ai parlé de connaître le marché, peut-être qu'à ce moment, vous n'étiez pas là. J'avais mentionné les acteurs du marché. Il y avait la concurrence là-dedans. Il y avait les concurrents, il y avait les clients potentiels. Maintenant, forcément, vous devez analyser ces concurrents pour connaître un peu quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses et quelles sont toi-même tes forces et tes faiblesses. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est le début de la stratégie. La stratégie commence par une étude approfondie à l'interne, qui est les forces et faiblesses de l'entreprise, et à l'externe également, qui est la concurrence et aussi les opportunités et la menace du marché. Donc, je pense qu'il est obligatoire même, avant de commencer à publier, avant de commencer à mettre en place une stratégie de publication, il faudra connaître le client, la concurrence et ton entreprise aussi. Merci C'est beaucoup, bon? Monsieur Konaté. Tout est clair, oui. Merci Parfait. vraiment. Parfait, plaisir, parfait. Alors, Dico, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que je vais me limiter là. D'accord. On aura peut-être une autre chance de partager d'autres informations avec les participants. Ce sera avec plaisir. Et merci beaucoup, Konaté. Franchement, c'était une très belle session qui était prévue pour durer qu'une heure, mais vu la Ok. pertinence et l'intérêt pour la chose, on a fait 1h30. Franchement, Super. ça fait plaisir. Merci à tous
tous les participants et à tous ceux qui ont pris du plaisir à écouter le grand chef Abdoulaye Konaté pendant cette session. Nous vous remercions et nous vous disons de rester sur le groupe pour d'autres sessions. La prochaine session sera en mois de septembre si tout va bien et nous vous tiendrons informés de la date de cette session. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Amit, je viens de voir le nom du compte, je vais voir ça. Merci à tous et passez une excellente soirée. On est ensemble, chef. Merci. Au revoir.